Je retiendrai de cette réunion 3 points forts. Le premier, qui a bien été détaillé par le professeur Trémolière, est de dire qu'il faut, à 50 ans, au moment de la ménopause, faire une consultation particulière, dite de bilan, pour évaluer les risques, à la fois les risques cardiovasculaires, les risques osseux, avec, et on l'a vu, peut-être l'intérêt de la densitométrie osseuse à cet âge, et les risques carcinologiques. Et avec cette évaluation des risques, avec le dépistage organisé qui permet le dépistage du cancer du sein, du cancer du col utérin grâce maintenant à l'HPV, on peut ainsi mieux placer l'intérêt ou non, en fonction des symptômes bien entendu, du traitement hormonal de la ménopause. Et c'est le deuxième exposé très brillant du docteur Gabriel André sur le traitement hormonal de la ménopause, dite à la française, puisque l'on sait qu'en France, depuis de très nombreuses années, on privilégie l'administration des estrogènes par voie cutanée, que ce soit percutanée ou transdermique. On privilégie l'utilisation de l'hormone naturelle, la progestérone, dite progestérone micronisée, avec le terme de naturel qui peut être considéré comme un peu excessif dans la mesure où ce sont des molécules identiques aux molécules sécrétées par l'ovaire, produits de façon industrielle, mais permettant de restituer un équilibre hormonal avec ces molécules bio-identiques. Et puis, le docteur Gabriel a aussi insisté sur la notion que l'on appelle l'hypothèse du temps ou celle de la fenêtre d'intervention thérapeutique. En effet, il a bien été démontré, même avec les hormones américaine de la WHI, qu'entre 50 et 60 ans, les bénéfices l'emportaient sur le risque, même en termes de mortalité, puisque cette étude WHI qui a été revue 17 ans après et en reprenant l'étude interventionnelle, a montré que les femmes qui avaient pris un traitement hormonal âgées de 50 à 60 ans avaient une mortalité moindre que les autres. Donc voilà les 3 points forts donnés par le docteur Gabriel André. Puis le troisième point sur lequel je voudrais insister, c'est sur la conférence de Brigitte Letombe sur le syndrome génito-urinaire de la ménopause, qui doit refaire prendre en compte non seulement les termes de mortalité, les termes de risque de pathologie, mais également le terme de qualité de vie. Et au sein de cette qualité de vie, la vie sexuelle doit être envisagée par le médecin, par le gynécologue, pour au mieux faire en sorte que cette période de ménopause ne soit pas altérée dans la qualité de vie par des effets négatifs comme l'effet de l'insuffisance en estrogène sur la santé sexuelle, sur les risques d'atrophie vulvo-vaginale, ce que l'on appelle maintenant le syndrome génito-urinaire de la ménopause. Voilà les 3 points forts. Je pense qu'on va remettre en place l'intérêt du traitement hormonal de la ménopause. Ce traitement ne doit plus être considéré comme entraînant des risques particuliers, mais il faudra, et ça c'était le point fort de ce webinaire, qui était d'individualiser le traitement hormonal pour que chaque personne puisse avoir une évaluation personnelle de la balance bénéfice-risque et au mieux l'informer des avantages, des inconvénients du traitement hormonal de la ménopause, de l'accompagner en rappelant tous les avantages que nous avons cités. Je voudrais d'abord remercier les orateurs pour la qualité de leur présentation, dire que leur diaporama sera disponible sur les différents sites et en particulier sur le site du gemvi.org. Remercier les auditeurs, vous étiez très nombreux à écouter ce séminaire digital, comme on dit maintenant, pour éviter le mauvais terme de webinar. Et puis remercier les laboratoires Bezin Healthcare pour leur soutien logistique. Voilà, je vous remercie et puis vous souhaite une bonne continuation. Au revoir.
On va commencer ce webinaire par la problématique, enfin si on peut dire la problématique, de la première consultation de ménopause. Donc vous avez sur diapositive mes conflits d'intérêts. J'assure effectivement la présidence du GEMVI depuis l'année dernière. Quels sont les objectifs de cette consultation, de cette première consultation de ménopause? Il est évident que déjà, elle est de répondre aux plaintes et aux symptômes que vont vous rapporter les patientes lorsque vous allez les voir en consultation. Ça, je crois que c'est effectivement le motif essentiel de la plupart des consultations quand vous voyez une femme qui vient spécifiquement pour cette problématique. Mais je souhaiterais et nous souhaiterions qu'au-delà de cette réponse que vous allez apporter à vos patientes, il y ait une problématique un peu plus complète qui découle de ces consultations. Effectivement, vous savez que la ménopause, ou tout au moins la carence œstrogénique de la ménopause, va pouvoir, chez certaines femmes, augmenter un certain nombre de risques de santé. Et donc, finalement, un des objectifs de cette première consultation, c'est de pouvoir évaluer ces risques, c'est-à-dire identifier les femmes qui déjà arriveraient avec un risque de santé dont on sait qu'il va être dans la plupart des cas aggravé par la carence œstrogénique de la ménopause. Et donc, dans ce cadre, eh bien, effectivement, il va falloir savoir, en fonction de ces différents facteurs de risque, adapter éventuellement une exploration cardiovasculaire, adapter une exploration osseuse, et puis adapter ou compléter des explorations mammaires. Et puis, au-delà de l'évaluation des risques de santé, il va falloir savoir informer la femme de ces différents risques. Il va falloir lui apporter une information la plus claire possible sur ces différents facteurs de risque, sur la problématique qui va être associée à la carence œstrogénique de la ménopause, et puis dans l'objectif de pouvoir leur apporter une prévention qui va passer par une éducation sur l'hygiène de vie, qu'il s'agisse de l'hygiène de vie alimentaire, qu'il s'agisse de l'activité physique, et puis également l'éviction d'un certain nombre de toxiques, au premier rang desquels figure le tabagisme. Et puis, en dehors, ou du moins en complément de ces aspects éducationnels, il va falloir pouvoir discuter avec elle des différentes alternatives thérapeutiques qui pourront lui être proposées. Elles sont bien évidemment absolument pas obligatoires pour toutes ces femmes, mais pour certaines d'entre elles, en fonction de leur plainte, en fonction de leurs facteurs de risque, vous pourrez être amené à discuter soit du traitement hormonal, soit d'une autre alternative. Alors, les symptômes de la ménopause, vous les connaissez tous très bien. Cette liste n'est absolument pas exhaustive et ne se veut pas complète. Néanmoins, j'ai surligné en bleu les troubles ou les symptômes dont on considère qu'ils sont pathognomoniques de la carence œstrogénique de la ménopause. Ce qui veut dire que pour des femmes qui auraient ces symptômes, la prise en charge hormonale ou la proposition hormonale est susceptible de les améliorer, voire de les corriger. Cette symptomatologie, elle n'est pas neutre, puisque dans la dernière enquête que nous avons pu faire très récemment, en fin d'année dernière, et qui concernait plus de 4000 femmes qui se déclaraient comme étant en début de ménopause, vous voyez que ces symptômes fonctionnels, tout au moins ceux que je vous ai listés sur la diapositive précédente, 87% des femmes rapportaient au moins un de ces symptômes. Et vous voyez qu'elles étaient plus particulièrement fréquentes en tout début de ménopause, c'est-à-dire que chez les femmes entre 50 et 54 ans, 93% des femmes interrogées de cette cohorte rapportaient un de ces symptômes. Et puis, pour les symptômes génito-urinaires, mais ça, je pense que Brigitte vous en parlera de manière plus approfondie dans un instant, vous voyez que là également, les symptômes du sgum étaient présents chez 67% des femmes qui étaient interrogées, avec une prévalence qui était peu différente selon l'âge de ces patientes. Donc, il est évident que ces symptômes, ça fait partie des éléments auxquels vous allez être confrontés à l'occasion de cette première consultation de ménopause et à laquelle vous allez devoir répondre. Les risques de santé dont je vous ai parlé en un instant, essentiellement, ils concernent deux grands organes. Ils concernent le risque cardiovasculaire et ils concernent le risque osseux. Et vous voyez d'emblée que ces risques ne sont pas neutres, puisqu'on considère que pour une femme qui débute sa ménopause à 50 ans, ce qu'on appelle le risque cumulé d'ici la fin de sa vie, pour présenter une fracture par fragilité, à savoir une fracture ostéoporotique, il est de l'ordre de 40%, ce qui veut dire que globalement, entre une femme sur 3 et une femme sur 4 qui commence sa ménopause à 50 ans fera d'ici la fin de sa vie une fracture ostéoporotique.
Quant au risque cardiovasculaire, et là on parle de décès par maladie cardiovasculaire, bien pratiquement une sur deux, pas tout à fait, 45% des femmes qui débutent leur ménopause à 50 ans vont décéder d'une maladie cardiovasculaire. Donc, vous voyez que ce sont des risques qui sont loin d'être négligeables. Et puis, de manière un petit peu caricaturale, on les oppose au risque cumulé de faire un cancer du sein d'ici la fin de sa vie. Toujours pareil, quand on commence sa ménopause à 50 ans, qui est de l'ordre d'une femme sur 10. Alors, il n'est pas du tout question de minimiser cette problématique du risque de cancer du sein. Malheureusement, on le met souvent très en avant en occultant les autres risques de santé auxquels va être confrontée la femme lorsqu'elle débute sa ménopause et dont la fréquence est nettement supérieure. Alors, cette première consultation, finalement, au-delà de la réponse que vous allez apporter aux plaintes fonctionnelles de votre patiente, elle a pour objectif d'identifier le mieux possible les différents facteurs de risque de ces différents problèmes de santé. Donc, on va recueillir les antécédents familiaux et personnels. La plupart du temps, du reste, ce sont des femmes que vous connaissez parce que vous les avez suivies tout au long de leur vie reproductive. Donc, la plupart du temps, vous êtes bien au courant des antécédents personnels et certainement également des antécédents familiaux. Toujours est-il qu'il va falloir refaire le point sur les facteurs de risque du risque fracturaire, du risque cardiovasculaire et des risques oncologiques. Bien sûr, vous allez colliger les traitements que la femme prend, ce qu'elle a pris dans sa vie ou ce qu'elle prend lorsque vous la voyez. Le mode de vie, on n'insistera jamais assez sur un interrogatoire précis qui concerne l'hygiène alimentaire, le niveau d'activité physique, l'exposition aux toxiques avec toujours pareil cette problématique liée au tabac et puis bien sûr les symptômes, ça j'en ai déjà parlé. L'examen clinique, il n'a aucune spécificité à l'occasion de cette première consultation. C'est un examen clinique tout à fait standard. Vous allez noter son poids, vous allez noter les variations pondérales des dernières années, particulièrement celles qui sont survenues lors des 5 voire 10 dernières années au moment de la périménopause. On a souvent des variations pondérales qui s'expriment bien avant même l'installation définitive de la ménopause. La taille, calculer son indice de masse corporelle et puis un élément particulièrement important qui devrait être toujours fait lors de ces consultations, c'est la mesure du diamètre abdominal avec cette évolution de la composition corporelle qui va pouvoir être observée au travers de la transition ménopausique et même chez les femmes qui ne prennent absolument pas de poids. Ça, c'est vraiment une constante de toutes les femmes. Alors malheureusement, beaucoup d'entre nous sont confrontés à cette augmentation du diamètre abdominal qui est associée à la transition ménopausique et qui va faire que globalement, on va passer de ce profil de poire avant la ménopause à un profil dit de pomme avec l'augmentation du diamètre abdominal dont on sait que c'est un élément très important dans l'évaluation du risque cardiovasculaire. La pression sanguine artérielle, c'était également, je vais y revenir dans un instant, un élément particulièrement important à disposer. Et puis après, l'état veineux de votre patiente, est-ce qu'elle a déjà eu une chirurgie de varices, est-ce qu'elle a déjà fait des accidents thromboemboliques veineux, et puis classiquement également, un examen de la thyroïde fait partie de cet examen général que l'on conseille au moment de la ménopause et avec une fréquence plus particulière dans certaines régions, en particulier le sud-ouest, des pathologies auto-immunes thyroïdiennes. L'examen gynécologique et mammaire, c'est un examen standard auquel vous êtes tout à fait habitué et qui n'a aucune spécificité du fait de l'installation de la ménopause. Alors, est-ce qu'il y a des examens complémentaires à rajouter à cet examen clinique? La mammographie, vous savez que le dépistage systématique, il est supposé débuter à partir de 50 ans. Là également, vous avez la plupart du temps connaissance de ces examens. Il faudra s'assurer, bien sûr, que le suivi est réalisé et que vous disposez d'une mammographie de moins de 18 mois ou 2 ans, si l'on suit les recommandations. Un bilan glucidolipidique, je crois que c'est le minimum que l'on peut proposer en début de ménopause avec un dosage de la glycémie, de la cholestérolémie totale, des triglycérides et puis un fractionnement lipidique avec dosage du HDL cholestérol et calcul du LDL. Est-ce qu'il faut faire un examen densitométrique? Ça, c'est toujours la grande problématique à laquelle nous sommes confrontés, compte tenu des conditions de remboursement qui est sous-tendu, comme vous le savez, par l'existence d'un certain nombre de facteurs de risque. Je rappelle juste que c'est un examen qui est peu coûteux,
hein, même si dans certaines situations socio-économiques, c'est un coût non négligeable. Néanmoins, je crois qu'il y a des dépenses qui sont souvent assurées par certaines femmes qui sont beaucoup plus importantes que le coût de cet examen d'ostéodensitométrie. Néanmoins, la problématique de la réalisation de cet examen de densité osseuse, à mon sens, il devrait être totalement déconnecté de la problématique des conditions de remboursement. Alors certes, on peut s'appuyer sur l'existence d'un certain nombre de facteurs cliniques de risque que je vous ai listés sur cette diapositive et dont un certain nombre d'entre eux représentent des critères de remboursement de du remboursement de l'examen densitométrique. On peut également utiliser un certain nombre de scores de prédiction du risque fracturaire, le plus utilisé en France étant le score FRAX, qui va combiner un certain nombre de ces facteurs cliniques de risque pour calculer une probabilité à 10 ans de faire une fracture majeure ou de faire une fracture du col du fémur. Néanmoins, je tiens à insister sur le fait qu'en tout début de ménopause, et ça ne concerne encore une fois que les femmes en tout début de ménopause, c'est-à-dire globalement dans la première décade qui suit l'arrêt des règles, tous ces facteurs cliniques de risque, comme leur combinaison au travers du score de FRAX, ont une très faible spécificité pour prédire l'existence d'une densité osseuse basse. Vous voyez que la spécificité, comme la sensibilité, sont globalement de l'ordre de 50 à 60%. Ce qui veut dire en pratique que vous avez autant de chances, entre guillemets, pour dépister un faible niveau de densité osseuse par l'utilisation de ces facteurs de risque que vous en auriez de tirer à pile ou face. Hein, c'est à peu près de cette même ordre. Donc, il est certain qu'en tout début de ménopause, malheureusement, l'aide de ces facteurs de risque est pris en défaut pour juger du risque de votre patiente, risque qu'il s'agisse du risque fracturaire comme du risque d'avoir déjà une densité osseuse abaissée, et ce qui fait qu'en pratique, vous n'avez pas d'autre solution si vous voulez connaître réellement le risque fracturaire de votre patiente dans les 10 ans qui suivent, de faire une mesure d'ostéodensitométrie par absorptiométrie biphotonique à rayon X. Alors, c'est une méthode de référence, elle est largement validée. On a plus de 20 études épidémiologiques qui ont établi une relation étroite entre la diminution de la densité minérale osseuse et l'augmentation de l'incidence des fractures. C'est quelque chose qui n'est absolument pas remis en cause. Mais l'élément important, c'est que justement, en début de ménopause, elle est certainement beaucoup plus prédictive que plus tard dans la vie, ne serait-ce que parce que vous aurez un certain nombre de facteurs extra-osseux, parmi lesquels le premier d'entre eux est la chute, qui vont contribuer à ce risque de fracture. Alors qu'en début de ménopause, ces facteurs extra-osseux sont certainement moins prégnants dans l'évaluation du risque fracturaire, d'où l'importance de faire cette mesure densitométrique. Et donc, j'en viens à l'intitulé donc des RPC qui ont été établis en termes d'évaluation du risque fracturaire en début de ménopause, où effectivement on vous indique bien que chez la femme ménopausée qui a un ou les plusieurs facteurs de risque de fracture, il va falloir faire l'évaluation du risque d'ostéoporose par la mesure de la densité minérale osseuse, et vous voyez qu'on a gradé de A cette recommandation, et que après, pour des raisons pour lesquelles on n'a pas tout à fait le temps, je n'ai pas tout à fait le temps de développer aujourd'hui, mais sur lesquelles on pourra éventuellement revenir, eh bien, on a recommandé la réalisation de cet examen densitométrique au cas par cas, selon chaque patiente, en fonction de la prise en charge que vous serez amené à leur proposer, et en particulier dans l'évaluation de la balance bénéfice-risque d'un traitement hormonal. Et là, c'est une cotation d'avis expert, puisqu'il n'était pas possible de grader avec un niveau beaucoup plus important. Qu'en est-il du risque cardiovasculaire? Vous savez que c'est la première cause de mortalité chez les femmes en France et dans le monde. Actuellement, chaque année, plus de 75 000 femmes vont décéder d'une pathologie cardiovasculaire, alors que uniquement, c'est ce que je vous ai déjà en préambule, 12 000 vont décéder d'un cancer du sein. L'infarctus du myocarde, il est malheureusement en très forte progression chez les femmes jeunes, plus 5% par an chez les femmes de 45 à 54 ans, pour partie du fait de l'augmentation de la prévalence du tabac. Les femmes, en plus, sont diagnostiquées avec retard, avec des signaux d'alerte qui sont différents de ceux des hommes et des conséquences qui sont non négligeables pour leur santé, d'autant plus que très souvent, elles sont moins bien prises en charge que les hommes, ne serait-ce que du fait de symptômes qui sont parfois atypiques. Et donc, globalement, ce risque cardiovasculaire, il est souvent méconnu chez la femme. On vit, pour beaucoup vivent sur le fait que les femmes sont protégées par rapport aux hommes vis-à-vis de ce risque vasculaire. Donc, globalement, elles sont
sont insuffisamment dépistés et suivis aux 3 étapes clés de cette vie hormonale que sont la première contraception, la grossesse et la ménopause. Donc là également, dans les RPC, nous avons bien souligné le fait que l'évaluation individuelle du risque cardiovasculaire, c'est quelque chose qui est recommandé avec un grade A. Quels sont les facteurs de risque qu'il va falloir rechercher? Vous les avez listés sur cette diapositive. Alors, vous allez me dire, c'est peut-être le travail du cardiologue d'aller un petit peu plus loin dans la gradation de ces facteurs de risque pour mieux évaluer le risque cardiovasculaire de cette patiente. Il n'en demeure pas moins que vous, gynécologue ou médecin généraliste, vous êtes tout à fait à même d'interroger vos patientes ou de rechercher ces facteurs de risque. Et en particulier, on insiste de plus en plus sur des facteurs de risque dits émergents, puisqu'ils concernent certains facteurs de risque qui sont beaucoup plus propres à à la femme par rapport aux facteurs de risque qui sont listés au-dessus et qui sont tout à fait communs aux hommes et aux femmes. En particulier, tous les problèmes d'hypertension gravidique, de prééclampsie, d'éclampsie ou de HELLP syndrome de la grossesse, le diabète gestationnel, avec le poids de naissance des enfants qui va également être un élément important dans l'évaluation de ces facteurs de risque, la sédentarité, le syndrome métabolique, des maladies systémiques auto-immunes qui sont plus propres à la femme, comme le lupus érythémateux dissémineux en particulier, ou certaines autres pathologies vasculaires, et puis une faible adaptation cardiovasculaire à l'effort. Et à partir de là, effectivement, ce sera à vous de juger comment on va pouvoir aller plus loin et éventuellement d'adresser votre patiente à un cardiologue à partir de l'identification de ces différents facteurs de risque. Un élément sur lequel je souhaite insister, c'est justement cette problématique de la tension artérielle où souvent à la consultation, vous allez trouver des signes de pression, des chiffres de pression sanguine artérielle élevés et puis on a tendance à dire c'est l'effet blouse blanche où on a pris la tension après l'examen gynécologique, ça a contribué à augmenter le stress de votre femme et on ne tient pas suffisamment compte de chiffres tensionnels qui sont parfois pas tout à fait normaux. Donc, on doit insister sur le bénéfice à faire des automesures à domicile selon la règle des 3x3, c'est-à-dire une prise de tension 3 fois de suite, 3 fois par jour et 3 jours de suite, de telle sorte à ce que la moyenne de ces 27 mesures puisse être calculée. Et cette moyenne, elle doit être inférieure à 13,5 cm de mercure pour la moyenne des pressions systoliques et il y a 8,5 cm de mercure pour la moyenne des pressions diastoliques. Si ce n'est pas le cas, c'est là où vous allez pouvoir adresser votre patiente pour aller un petit peu plus loin dans l'évaluation de son équilibre tensionnel au travers de mesures ambulatoires sur 24 heures. Alors, l'évaluation cardiovasculaire, malheureusement, on n'a pas la densitométrie de l'artère, on n'a pas un examen aussi simple que l'on peut avoir pour l'évaluation du risque fracturaire. Je vous ai listé sur cette diapositive les différents examens complémentaires qui sont classiquement demandés ou qui peuvent être classiquement demandés soit par vous, soit par le cardiologue pour essayer de mieux préciser le risque cardiovasculaire de votre patiente. Alors, c'est très à la mode actuellement de faire des scanners calciques, ce qui permet de définir un score d'Agatston qui va être le témoin de la présence et de l'importance des calcifications aortiques. Il faut néanmoins savoir qu'en début de ménopause, cet examen, il est souvent pris en défaut, à part les grosses fumeuses qui ont déjà des plaques calcifiées, puisque la plupart des femmes en début de ménopause ont des plaques molles qui malheureusement ne peuvent être identifiées que par un choroscanner, c'est-à-dire un examen invasif. Donc là, clairement, c'est du ressort du cardiologue. Dernier point, n'oubliez pas d'interroger vos patientes sur les symptômes d'apnée du sommeil, parce que là également, c'est une pathologie qui est très souvent méconnue et sous-estimée. Et avec quelques questions simples, vous pourrez éventuellement rendre servir à votre patiente et l'orienter vers des examens complémentaires pour mieux préciser ce syndrome d'apnée du sommeil qui est très corrélé au risque d'infarctus du myocarde. Pour les risques carcinologiques, là, je vous ai mis les facteurs de risque que vous connaissez parfaitement bien sur le cancer du sein, pour le cancer de l'endomètre, pour le cancer de l'ovaire. Un petit élément qui me tient à cœur, vous voyez que parmi les facteurs de risque dont souvent on ne parle pas très souvent, vous avez le niveau de la densité minérale osseuse. Il y a effectivement une relation épidémiologique entre les hauts niveaux de densité minérale osseuse et l'augmentation du risque de cancer du sein. Et vous voyez que le risque relatif associé à l'augmentation des valeurs de densité osseuse en début de ménopause, il est quasiment identique au fait d'avoir un antécédent au premier degré, mère ou sœur de cancer du sein. Donc, vous interrogez toujours votre femme sur l'existence d'un antécédent maternel de cancer du sein. Je ne suis pas sûre que vous vous préoccupiez
toutes et tous sur le niveau de densité osseuse de votre patiente. Et c'est là, encore une fois, où je reviens sur ces recommandations au cas par cas, mais où, encore une fois, cette mesure de la densité osseuse, dans certaines situations, elle va pouvoir vous apporter des renseignements absolument indispensables. Pour les risques carcinologiques, les examens complémentaires, vous les connaissez très bien, hein, mammographie associée la plupart du temps à une échographie mammaire, en particulier lorsque vous avez une augmentation de la densité mammaire. Donc, dans le cas du dépistage systématique, tous les 2 ans, avec la problématique d'arrêter ou pas ce dépistage après 75 ans, certaines femmes bénéficient d'un dépistage personnalisé. Donc, il faut savoir adapter ce dépistage à la problématique posée par chaque femme en fonction de son histoire mammaire, en fonction de ses antécédents. Il n'y a pas d'indication systématique à faire une échographie pelvienne pour la seule prétexte de la ménopause. Vous savez que cet examen est associé à une très faible valeur prédictive pour le cancer des ovaires ou le cancer de l'endomètre, mais il faut savoir le faire si effectivement, s'il y a une pathologie endométriale ou si elle a connaissance d'antécédents endométriaux qui sont susceptibles d'être impactés par la ménopause ou éventuellement par la mise en route d'un traitement hormonal. Et puis, pour le cancer du col de l'utérus, là, on n'est pas tout à fait non plus dans la problématique de la ménopause ou tout au moins du caractère œstrogéno-dépendant de ces pathologies. Vous savez qu'actuellement, il est recommandé de faire un prélèvement HPV tous les 5 ans. Donc, en synthèse, je dirais que le début de la ménopause, il va signer pour la femme l'entrée dans un nouvel état hormonal avec lequel elle va vivre quasiment un tiers de sa vie. Donc, il est évident que la ménopause, c'est un phénomène physiologique qui va toucher toutes les femmes. Il n'est pas question de faire de cette ménopause une pathologie. Néanmoins, chez certaines femmes, la carence œstrogénique, qui est la conséquence directe de l'arrêt du fonctionnement des ovaires, peut entraîner l'aggravation ou l'émergence de cette pathologie. Et donc, finalement, notre travail ou le travail à l'issue de cette première consultation de ménopause, outre de pouvoir répondre aux demandes de la femme, eh bien, c'est le moment idéal pour lui proposer ce check-up de santé avec l'objectif de dépister les facteurs de risque de ces différentes pathologies qui peuvent être aggravées par la carence œstrogénique. C'est le bon moment pour informer la femme de ces risques, de comment pouvoir les prévenir au travers d'une éducation, au travers de la mise en place d'un suivi. Et au-delà de la prise en charge thérapeutique que vous pourriez être amené à lui proposer, eh bien, l'accent, il doit être vraiment mis sur la prévention en termes d'hygiène de vie, en termes d'activité physique, en termes d'éviction des toxiques. Je crois qu'on ne le dira pas suffisamment assez que le tabac est quelque chose qui est extrêmement délétère, particulièrement après la ménopause. Et puis, in fine, discuter une intervention thérapeutique lorsqu'elle sera nécessaire. Et là également, dans le cas de CRPC, nous avons défini quelles sont les indications de la discussion de ce traitement hormonal. Bien sûr, les troubles fonctionnels, mais également la prévention de l'ostéoporose. Voilà, je vous remercie. Merci Florence pour cette première consultation très complète. Juste un petit mot pour le dépistage du cancer du sein. Le Collège national des gynécologues obstétriciens a beaucoup insisté pour continuer ce dépistage au-delà de 74 ans. Et justement, le fait de bien suivre la post-ménopause est un élément complémentaire pour améliorer le taux de dépistage des femmes au-delà de 74 ans. Je vais tout de suite donner la parole à Gabriel André, qui doit nous parler de l'intérêt du traitement hormonal dit à la française pour optimiser les bénéfices. Gabriel, tu as 15 ou peut-être 20 minutes puisque notre présidente a pris... Elle a dépassé, oui. Donc, je vais vous parler de l'intérêt du traitement hormonal de la ménopause, entre guillemets, à la française, pour optimiser les bénéfices. Mes liens d'intérêt, pardon. Alors, comme Bezin l'a souhaité, petit QCM de démarrage pour vous mettre en forme, QCM pas trop compliqué, soit c'est vrai, soit c'est faux. Je vais vous le lire. Premièrement, le suivi à 17 ans de la WHI. Œstrogène conjugué équin plus MPA a montré une diminution significative de la mortalité globale. Deuxièmement, l'œstradiol transdermique ne s'accompagne pas d'un surcroît d'accidents thrombotiques récurrents en cas de thrombose antérieure. Troisièmement, l'œstradiol par voie orale, administré dans la fenêtre d'intervention, ne s'accompagne pas d'une augmentation du risque d'AVC.
Quatrième, le THM diminue le risque de diabète, quel que soit l'œstrogène et le progestatif administré. Enfin, le surrisque de cancer du sein observé avec un THM associant un œstrogène et la progestérone naturelle ou la dihydrogestérone n'est plus observé dans les 5 ans après l'arrêt du traitement. Voilà. Alors, je vais démarrer. Alors, je dirais simplement pour commencer que nous n'avons pas fini de payer les résultats de la WHI. Alors, en 2002, comme Patrice le précisait tout à l'heure, est sortie cette fameuse WHI. Et je vais d'abord rapidement évoquer les résultats. Ben, vous voyez, arrêt prématuré après 5 ans et un maximum d'effets nocifs. Augmentation du risque d'infarctus, augmentation du risque de thrombose avec 40% d'embolie pulmonaire en plus, augmentation du risque d'AVC, augmentation du risque de cancer du sein, et puis un doublement du risque de maladie d'Alzheimer. Ce qui était particulièrement toxique, c'est que, sitôt cette étude publiée, l'idée que les effets nocifs de la WHI concernaient toutes les femmes et tous les traitements a été émise, et voilà la catastrophe. Or, la WHI est une étude très particulière, un âge d'administration trop tardif, 63 ans en moyenne, un type de traitement très particulier, les œstrogènes conjugués par voie orale, et puis la médroxyprogestérone acétate. Alors nous avons, nous, à la française, que signifie à la française? Pour nous, un maximum d'œstradiol 17 bêta transdermique et progestérone naturelle, mais n'oublions pas le stradiol 17 bêta péros et la dihydrogestérone. On peut soutenir que les données actuelles permettent de dire que le THM à la française, administré dans la fenêtre d'intervention, pourrait vraiment être positif pour la santé de la femme, et nous allons essayer de voir pourquoi et comment. Bref, nous payons encore aujourd'hui les données catastrophiques de la WHI et regardez, depuis sa sortie, la chute des ventes de THM en France, vous voyez, diminution drastique de plus de 80%. Alors mon plan, je vais considérer simplement ce qui, dans les traitements à la française, le différencie des autres. Donc je ne parlerai volontairement pas ni de l'os, ni des syndromes climatériques, puisque tous les traitements fonctionnent à peu près de la même façon. Mais je vais ici faire défiler rapidement 6 items où vous verrez le traitement à la française peut avoir peut-être une place plus particulière. Tout d'abord, l'infarctus. Alors vous voyez que la WHI, lorsqu'on se met dans la fenêtre d'intervention et qu'on veut bien retirer la MPA et considérer que le groupe prenant des œstrogènes conjugués seuls, on a une diminution sur ce suivi de 11 ans des coronaropathies tout à fait significatives, 0,59. Disons tout de suite que œstradiol plus MPA et la VHI globale dans son ensemble, après 17 ans de suivi, s'est accompagné, et c'est tout à fait extraordinaire, d'une diminution significative de la mortalité globale, 0,79. Enfin, la méta-analyse de Sam Peter et l'étude Cochrane ont montré tous les deux, avec les traitements progestatifs et œstrogènes seuls, à la fois une diminution des coronaropathies tout à fait significative et de la mortalité globale. Point important, y a-t-il dans cette diminution du risque d'infarctus une place pour le stradiol transdermique? Donc malheureusement, regardez cette méta-analyse, quels que soient les traitements, péros ou transdermiques, il diminue le risque cardiovasculaire, mais le stradiol transdermique ne fait pas plus que les traitements péros. Ceci dit, on peut soutenir que le risque d'infarctus du myocarde est significativement diminué lorsque le THM est utilisé dans les 10 premières années de la ménopause ou avant 60 ans, et ce, contrairement à ce qu'affirmait la WHI. L'infarctus,
la thrombose. Alors, le risque thrombotique est fonction de la voie de l'administration et de la nature du progestatif. De la voie d'administration, regardez ici ces 4 études. Esther, l'étude anglaise, le 3e, et la Million Study. Chaque fois, vous constatez la même différence. Il y a une augmentation du risque thrombotique avec les œstrogènes oraux. Il n'y a pas d'augmentation de risque avec la voie transdermique. La voie transdermique est particulièrement indiquée dans les situations à risque, thrombophilie, obésité et thrombose récurrente, où le risque n'est pas non plus augmenté. Je prendrai comme simple exemple les thromboses récurrentes. Regardez ici les études poulées lorsqu'il y a déjà eu un accident thrombotique et que vous donnez un œstrogène par voie orale, le risque thrombotique itératif est quasiment multiplié par 7. Lorsque vous donnez une voie transdermique, il n'apparaît pas augmenté du tout. La voie d'administration, la nature du progestatif. Donc vous voyez, œstrogène transdermique, pas d'augmentation du risque, œstrogène transdermique et progestérone, pas d'augmentation du risque, mais il y a une classe de progestatifs, les norprégnanes, où le risque est significativement augmenté, qu'il soit associé à un œstradiol transdermique ou à un œstradiol péros. Infarctus, thrombose, AVC. Je retiendrai une étude très importante pour nous, puisque ce sont les données de l'assurance maladie. Toutes les femmes de 51 à 62 ans, entre 2009 et 2011, sans antécédents cardiovasculaires, et ont été répertoriées plus de 3000 AVC versus 12 000 contrôles. Et bien, vous voyez, dans cette étude bien de chez nous, il y a avec les œstrogènes oraux une augmentation du risque proportionnelle à la dose, alors qu'avec les œstrogènes transdermiques, il n'y a pas d'augmentation de risque. Et cette différence se retrouve dans les autres études qui ont traité de ce sujet. Infarctus, thrombose, AVC, y a-t-il un distinguo pour le traitement à la française avec l'item diabète et métabolisme? Alors pour le diabète, tous les traitements hormonaux œstroprogestatifs, quels qu'ils soient, ont montré une diminution du risque de diabète. Et vous voyez ici, dans l'étude E3N, œstradiol cutané et progestérone micronisé, moins 33% du risque de diabète. Ce en quoi notre spécificité peut se distinguer, c'est dans l'insulinorésistance. Ici, je vous cite 2 études, œstradiol transdermique versus œstrogène conjugué éteint. L'étude KIPS, dans l'étude KIPS, l'œstradiol transdermique seul a montré une diminution de l'insulinorésistance, alors que les œstrogènes conjugués éteints ne l'ont pas montré. Dans une autre étude, l'œstradiol transdermique permet la synthèse d'acides gras à partir du glucose, c'est l'effet physiologique de l'insuline. Cette action n'était pas observée pour les œstrogènes conjugués équins. Donc, avantage pour l'œstradiol transdermique versus œstrogène conjugué équin. Qu'en est-il maintenant de l'œstradiol 17 bêta, péros? Voilà une étude prospective randomisée chez des femmes symptomatiques, moyenne d'âge 54 ans, avec un syndrome métabolique, recevant soit de l'œstradiol oral 1 mg, soit de l'œstradiol transdermique 0,5 mg par jour sur 3 mois. Syndrome métabolique, vous le savez, ce sont des femmes obèses, souvent hypertendues, hypercholestérolémiques, vraiment compliquées à traiter, on hésite à les traiter. Eh bien, vous voyez qu'avec un œstrogène oral, l'insuline de base est augmentée, et l'insulinorésistance est augmentée, au contraire de ce qui est observé avec l'œstradiol transdermique. Donc, en cas de syndrome métabolique, si un traitement hormonal est décidé, il faut préférer l'œstradiol transdermique. Infarctus, thrombose, AVC, diabète et métabolisme, cancer du sein. Et vous allez voir que là, les différences sont encore plus notables.
Voilà la première mouture de l'étude E3N parue en 2008 et qui nous a vraiment remis quelques baumes au cœur par rapport à la WHI. Voilà les résultats à 8,1 ans du risque de cancer du sein en fonction du THM. Vous voyez que pour la progestérone naturelle micronisée et la rétroprogestérone, il n'y a pas d'augmentation du risque de cancer du sein, au contraire de ce qui est observé avec les autres progestatifs de synthèse. Si maintenant nous actualisons, nous montrons les données actualisées de 2014 de cette étude d'E3N, vous voyez qu'on retrouve ici une absence de risque significatif pour œstrogène avec progestérone naturelle ou d'hydrogestérone donné moins de 5 ans. Vous avez un risque de 1,13 qui n'est pas significatif. Par contre, si vous donnez plus de 5 ans, progestérone naturelle ou d'hydrogestérone, vous avez une augmentation légère du risque de cancer du sein. Si maintenant nous passons aux autres progestatifs, vous voyez que donné moins de 5 ans, vous avez un risque de 1,70, tout à fait significatif, et un risque multiplié par 2 si vous donnez le traitement plus de 5 ans. Ce qui est tout aussi tout à fait notable, c'est ce qui se passe à l'arrêt du traitement. Lorsque vous arrêtez le traitement avec la progestérone naturelle et la dihydrogestérone, vous n'observez pas de surcroît du risque dans les 5 ans qui suivent l'arrêt du traitement. Si vous arrêtez maintenant le traitement avec les autres progestatifs, le risque persiste jusqu'à 10 ans après l'arrêt du traitement. Donc là, avantage notable en termes de risque de cancer du sein pour l'œstrogène, la progestérone naturelle ou la dihydrogestérone. Une deuxième étude vient de paraître, celle de Vigronadova, qui confirme tout à fait ces résultats. Énorme étude, 100 000 femmes anglaises âgées de 50 à 79 ans avec un diagnostic de cancer du sein versus 450 000 contrôles. Que nous montre cette étude? Avec les oestrogènes seuls, quels qu'ils soient, on observe une petite augmentation du risque de cancer du sein. Avec œstrogènes et progestatifs, augmentation croissante qui dépasse le risque 2 après 10 ans de traitement, comme dans l'étude E3N. Si l'on voit maintenant ce qui se passe avec la dihydrogestérone, on ne peut pas voir ce qui se passe dans l'étude anglaise avec la progestérone naturelle parce qu'elle est chez eux trop peu prescrite. Mais les résultats avec la dihydrogestérone sont intéressants. Vous voyez que le traitement prescrit 5 ans ou plus, vous avez un risque de 1,24 et lorsque le traitement est arrêté, dans les 5 ans qui suivent l'arrêt, vous n'avez plus d'augmentation significative du risque de cancer du sein. Donc, on note une similitude entre l'étude E3N et l'étude anglaise de Vinogravoda. Alors, y a-t-il un substrat biologique pour penser que cet œstrogène naturel, cette progestérone naturelle, fait mieux que les progestatifs? Voilà une étude tout à fait intéressante, prospective, randomisée chez 77 femmes volontaires ménopausées, traitées par œstrogène conjugué équin et MPA, ou traitées par œstradiol transdermique et progestérone orale durant 2 mois, et ils ont accepté une biopsie à l'aiguille fine avant et après le traitement. Considérons l'item KI67. Le KI67, c'est l'index de prolifération. Plus cet index augmente, plus le risque de cancer du sein est fort. Moins il augmente, plus l'augmentation du risque est faible. Vous pouvez voir qu'avec l'œstrogène conjugué équin et la MPA, vous passez de 1% à 10%. Et cette augmentation est tout à fait significative. Avec les traitements bien de chez nous, œstradiol transdermique et progestérone micronisée, certes, il y a une augmentation, mais elle n'est pas significative. Si nous regardons maintenant par ces mêmes auteurs l'activation des gènes impliqués dans le développement tumoral,
Le traitement œstrogène conjugué et MPA active 198 gènes du développement tumoral, alors que le traitement œstradiol transdermique et progestérone micronisée n'en active que 34. Eh bien, probablement, ceci explique cela. Vous avez là indirectement le pourquoi de la moindre nocivité des traitements à la française par rapport aux progestatifs du reste du monde. Infarctus, thrombose, AVC, diabète et métabolisme, cancer du sein. Y a-t-il au niveau du système nerveux central un petit intérêt à ce traitement hormonal à la française? Je retiendrai très rapidement 3 items. Le premier concerne la maladie d'Alzheimer. Nous disposons d'une étude randomisée en double aveugle, l'étude KIPS, qui compare placebo, œstrogène conjugué équin et œstradiol 17-bêta. Et on s'est intéressé dans cette étude de la Mayo Clinic au dépôt de protéines bêta-amyloïdes cérébrales dont vous connaissez. Et l'intérêt, ce sont le starter de la maladie d'Alzheimer. Et bien, vous voyez que dans cette étude, le fait d'avoir eu quelques années de l'œstradiol 17-bêta versus placebo réduit significativement les dépôts de protéines bêta-amyloïdes, alors que les œstrogènes conjugués équins n'ont aucun effet significatif. Dépôts de protéines bêta-amyloïdes, libido. Quand nous comparons ici dans l'étude KIPS, la libido sur le score FSFI, qui est un score de référence, avec à gauche ce qui se passe avec les œstrogènes conjugués équins, et à droite avec ce qui se passe avec l'œstradiol transdermique. Eh bien, vous pouvez voir qu'il y a une différence d'augmentation de la libido avec le seul œstradiol transdermique. Très probablement, l'absence d'augmentation de la SHBG laisse avec ce traitement davantage de testostérone disponible pour imprégner le cerveau et améliorer la libido. Troisième item sur le système nerveux central, il concerne la progestérone naturelle. La progestérone naturelle est tout à fait extraordinaire parce qu'elle a un effet favorable sur le sommeil et aucun autre progestatif ne peut en dire autant. Lorsque le sommeil normal est perturbé, elle augmente le temps total du sommeil. Elle augmente aussi le sommeil ondes lentes, qui est le vrai sommeil profond et réparateur, qui, au contraire de la progestérone, est diminué par les benzodiazépines et les composés Z. Alors, c'est intéressant parce que temps total de sommeil augmenté, temps de sommeil ondes lentes augmenté, c'est quelque chose qui va freiner la maladie d'Alzheimer. Donc, intérêt de la progestérone naturelle sur le sommeil. Alors maintenant, si je récapitule un petit peu sous cela, qu'y a-t-il? Donc, dans la fenêtre d'intervention, vous avez maintenant, vous rappelez-vous, une de mes premières diapos avec la WHI, tout était rouge. Ben, quand tout est rouge, vous ne faites rien, vous ne prescrivez rien et vous avez peur. Alors l'infarctus, dans la fenêtre d'intervention, vous avez vu que les œstrogènes, qu'ils soient transdermiques ou par voie orale, diminuent le risque d'infarctus. Ceci est un fait notable et progestérone et dérogestérone sont neutres vis-à-vis de cette diminution, ils ne s'y opposent en rien. La thrombose, vous avez vu qu'il y a là une différence. Les œstrogènes péros augmentent le risque de thrombose, au contraire de l'œstradiol transdermique, qui ne l'augmente pas, même dans les situations à risque, thrombophilie, obésité ou antécédents d'embolie pulmonaire ou de thrombose, pour lesquels, bien sûr, on sera particulièrement prudent à la prescription. AVC, la même chose, les œstrogènes par voie orale augmentent le risque d'AVC, ce que ne fait pas l'œstradiol transdermique. Et il y a une neutralité sur cet item avec les progestatifs et la progestérone, et surtout neutralité avec nos progestatifs que nous aimons bien.
diabète et métabolisme, vous avez vu que tous les traitements, quels qu'ils soient, réduisent le risque de diabète, même le traitement WHI, estrogène conjugué, équin et MPA. Par contre, sur la résistance à l'insuline, qui est un système, j'allais dire, presque plus important, avantage à l'œstradiol transdermique et sur les oestrogènes conjugués équins et sur l'œstradiol 17 bêta-péros, vous l'avez vu notamment sur cette étude avec les patientes ayant un syndrome métabolique. Neutralité pour la dihydrogestérone et la progestérone naturelle. Sur le cancer du sein, tous les oestrogènes, encore une fois, augmentent le risque de cancer du sein peu ou prou. Progestérone naturelle et dihydrogestérone l'augmentent, mais un peu, et surtout bien moins que les progestatifs. Ça, c'est très important. Enfin, sur le système nerveux central, avantage pour la voie transdermique concernant les dépôts de protéines bêta-amyloïdes et la libido, avantage pour la progestérone naturelle concernant le sommeil. Voilà. Et maintenant que j'ai fini, je vais voir que vous avez bien entendu tout à fait bien répondu aux questions. Gabriel, oui. Je suis obligé de t'interrompre parce que nous sommes à 25 minutes. Il n'y aura pas assez de temps pour Brigitte. On voit les résultats de ton QCM et je pense que la synthèse finale que tu as faite sur ta diapo permet de très très bien comprendre ces résultats. Donc je vais tout de suite donner la parole à Brigitte Letombe qui va nous parler du syndrome génito-urinaire de la ménopause. Brigitte Letombe est trésorière du GEMVI et très impliquée dans ce qui est qualité de vie et prise en charge de la sexualité des femmes et en particulier des femmes ménopausées. Brigitte, je te laisse un peu de temps. Si tu peux faire un peu moins de 20 minutes pour les questions, ça serait parfait. Voilà, bonsoir à tous. Donc, je voudrais déjà remercier le laboratoire Besoin de nous avoir permis de présenter ce webinaire et de me permettre de parler du syndrome génito-urinaire de la ménopause. Alors, voici très rapidement mes liens d'intérêt et les propositions que je vous faisais dans notre QCM. Donc, très rapidement, dans toutes ces propositions, quelles sont les propositions fausses ? Environ 20% des femmes ménopausées souffrent de syndrome génito-urinaire de ménopause. Le traitement hormonal de ménopause, s'il est instauré, suffit à prendre en charge un SGUM et peut améliorer l'incontinence urinaire. Tout traitement hormonal, même local, est contre-indiqué chez une femme à l'antécédent de cancer du sein. Un traitement hormonal local ne peut être prescrit plus de 6 mois en cas de syndrome génito-urinaire de ménopause. Et enfin, une femme avec un antécédent de thrombose veineuse profonde ne peut bénéficier que d'un traitement type hydratant, lubrifiant, voire physique, de type laser. Alors, je voulais simplement vraiment vous rappeler que la santé sexuelle, ça fait partie de la santé globale et qu'elle est donc du domaine médical, que son évaluation par le médecin fait partie intégrante des soins à offrir et que bien sûr l'effet néfaste de la carence œstrogénique et son aggravation, comme on l'a vu tout à l'heure, de sa non prise en charge, du fait toujours de ce spectre des méfaits du traitement hormonal, est pour partie responsable des dysfonctions sexuelles féminines et notamment de ce syndrome génito-urinaire de ménopause. Ce syndrome est sous-estimé et on peut vraiment parler de l'abandon des femmes. Pourquoi ? Parce que ces femmes sont dans la gêne et la honte et qu'elles ne l'expriment pas, et surtout aussi parce que les médecins sont dans la crainte du temps que ça pourrait prendre d'évoquer d'une difficulté sexuelle et surtout peut-être de l'incompétence à pouvoir la gérer, et surtout pour les deux, pour le patient, pour la patiente comme pour le médecin, l'absence de solution ou alors de solution à risque qui comporte un traitement hormonal. Globalement, on sait que plus de 50% des femmes ménopausées en souffrent en silence, alors que les solutions simples, on va les voir sans danger, permettent une amélioration incontestable non seulement du syndrome génito-urinaire de la ménopause, mais aussi de la qualité de vie de ces femmes. Alors, on va reprendre des recommandations internationales, mais surtout, vous allez voir tout au long des plaques que je vais vous présenter, les RPC du CNJF et du GEMVI qui seront rappelés par le logo. Donc ici, simplement vous rappeler qu'en fait, la journée du 18 octobre 2018 de l'IMS était consacrée
à la satisfaction sexuelle après la ménopause parce qu'il s'agit d'un sujet important et qu'on a nombre d'études, on va y revenir, qui nous montrent combien il existe une dysfonction sexuelle féminine à la ménopause. On peut parler donc du silence des femmes, quelque chose dont on ne parle pas. Comme je vous l'ai dit, 61% par exemple des femmes le cachent, y compris à leur partenaire. 66% pensent qu'elles ont besoin de l'aide d'un professionnel, mais elles ne se résolent pas à en parler. Et surtout, c'est ce qu'il y a de pire sans doute, 33% pensent que la guérison est impossible. Alors, il y a des répercussions sur la qualité de vie de la femme, mais aussi sur le couple. Et on a nombre d'études, et notamment cette étude Closer sur 4000 femmes et 4000 partenaires, qui montre que bien sûr, il y a des répercussions sur la sexualité, moins de désir d'intimité, une dissensation affective, et que tout cela, ça conduit à des difficultés conjugales dans 50% des cas. Ce qui est important, c'est de se rendre compte que cette distanciation affective, elle va régresser grâce à la prise en charge de l'inconfort vaginal, et c'est toute l'importance d'en parler et de le prendre en charge. Alors, je ne vais pas vous expliciter, bien sûr, ces histogrammes que vous aurez le temps de regarder à loisir dans le replay, mais c'était simplement pour vous montrer, au niveau de ces histogrammes, que 80%, vous voyez, des femmes souffrent de sécheresse et que plus de 50% ont des difficultés sexuelles, des douleurs lors des rapports, et que quand on regarde les histogrammes en gris et noir qui correspondent donc aux répercussions et chez l'homme et chez la femme, on a une éviction de toute intimité chez 70% des hommes en rapport avec ces difficultés sexuelles. Alors, les recommandations pour la pratique clinique de 2021 nous rappellent que le diagnostic de syndrome génito-urinaire est bien clinique, simplement clinique, pas d'examen complémentaire pour affirmer le diagnostic. Et que ce syndrome, il existe à partir du moment où vous avez un symptôme soit vulvo-vaginal, comme de la sécheresse, de l'irritation, de la gêne vulvo-vaginale, soit sexuel, comme une dyspareunie, ou urinaire, une pollakiurie, une cystite à répétition ou une incontinence urinaire. Il est rappelé également, et c'est important, que le maintien d'une activité sexuelle régulière permet l'augmentation de la vascularisation vaginale, un apport de prostaglandine, d'acide gras et contribue à maintenir la souplesse du vagin. Encore faut-il que cette sexualité avec pénétration puisse avoir lieu. Alors, la stratégie de prise en charge initiale, c'est un traitement local par voie vaginale en première intention. Et en première intention, on proposera des lubrifiants et hydratants, puis éventuellement, en fonction de l'évolution, un traitement hormonal vaginal à faible dose en deuxième intention. Quels sont les hydratants que l'on peut proposer? Ils ont des compositions très diverses, en général à base d'eau, de substances hydrophiles, d'acide hyaluronique, plus ou moins liposomé, de gel polycarbophile. En tout cas, ils ont l'intérêt d'hydrater, de maintenir une élasticité vaginale, éventuellement de récupérer un pH préménopausique. Et pour certaines études, ils ont la même efficacité qu'un traitement œstrogénique sur la sécheresse, l'incontinence urinaire. Mais il s'agit quand même d'un traitement, souvent d'études à court terme, et il y a un problème d'observance. Quoi qu'il en soit, ce qui est important de retenir, c'est que c'est un traitement quand même efficace, sans risque, et que surtout, ils ont un intérêt en préparation avant tout traitement œstrogénique local sur une atrophie vulvo-vaginale particulièrement sévère, car ces œstrogènes locaux, quand l'atrophie vulvo-vaginale est sévère, sont mal tolérés. Alors, que peut-on proposer comme traitements médicaux en plus de ces hydratants, de ces lubrifiants et d'éventuels probiotiques? Le traitement systémique, que ce soit le traitement hormonal de ménopause ou la tibolone, bien que pouvant être efficace sur les symptômes du SGUM, le traitement hormonal n'a qu'un effet partiel et inconstant. Et bien sûr, en cas de persistance de ces symptômes, un traitement local peut être associé, un traitement essentiellement à base d'œstrogènes locaux, voire de prastérone. Alors, le rôle des œstrogènes, il est particulièrement important dans l'équilibre du microbiote et de l'écosystème urogénital, puisque l'on sait que les œstrogènes sont responsables de la prolifération des cellules épithéliales. Ces cellules épithéliales, grâce au glycogène qui sera métabolisé par les lactobacilles, permettra la synthèse d'acide lactique et de peroxyde. Cet acide lactique et ce peroxyde permettra d'avoir un pH vaginal acide avec un effet bactéricide et virucide.
et la formation, grâce à cette flore vaginale, d'un biofilm comportant une véritable barrière limitant l'adhésion des germes pathogènes. Qu'en est-il de la symptomatologie urinaire? On sait que l'œstrogénothérapie systémique, et c'est la WHI qui nous l'avait bien montré, n'améliore pas l'incontinence urinaire et elle peut même aggraver l'incontinence de stress. Ce n'est pas le cas du tout de l'œstrogénothérapie locale qui, au contraire, peut avoir des bénéfices sur la prévention des infections urinaires récidivantes, eu égard au microbiote, et une diminution des symptômes de vessie hyperactive et de l'incontinence d'urgence. Ici, vous avez listé tous les œstrogènes locaux disponibles en France, à base soit de promestrienne, soit de striol, soit éventuellement l'association de bacilles de Doderlin, de striol et de progestérone. Et enfin, depuis 2016, on a accès à l'anneau œstrine qui contient de l'œstradiol avec une libération d'œstradiol sur 3 mois. L'œstrogénothérapie vaginale, c'est le traitement le plus efficace. On a des revues Cochrane de 2006 et 2016 qui nous montrent bien une amélioration de 90% de la dyspareunie, un renversement des modifications atrophiques cytomorphologiques qu'on a vu tout à l'heure et une efficacité thérapeutique qui est équivalente entre tous les produits disponibles. Donc, les œstrogènes utilisés par voie locale à faible dose sont efficaces sur l'ensemble des symptômes génitaux urinaires de la ménopause. Les données de tolérance à 1 an ne montrent pas d'effets indésirables importants, mais il faut bien dire que les données disponibles actuellement ne permettent pas de conclure pour les traitements de longue durée, notamment au niveau de la répercussion de ces œstrogènes sur l'endomètre et le risque éventuel de cancer. Eh bien, on a là les recommandations de la NAMS et de l'EMAS. Il n'y a pas d'augmentation du risque d'hyperplasie et d'adénocarcinome dans l'endomètre après de l'œstradiol par voie vaginale, cela pendant 1 an. D'après l'EMAS et la NAMS, il n'y a pas d'indication de protection de l'endomètre par adjonction de progestérone lors de la prescription d'œstrogènes vaginaux à faible dose. Il n'y a pas d'argument non plus pour proposer une surveillance endométriale annuelle systématique sous œstrogènes vaginaux, pas de consensus sur la surveillance échographique chez les femmes ayant un traitement par œstrogènes locaux. Enfin, l'œstrogénothérapie vaginale peut être poursuivie aussi longtemps que persistent les symptômes, sous couvert évidemment d'une surveillance clinique appropriée. Donc, les recommandations du CNGF et du GENVI, c'est donc bien sûr que l'œstrogénothérapie locale est préférable à la thérapie systémique du fait de son innocuité et de son efficacité. Les œstrogènes locaux à faible dose sont efficaces quel que soit le type d'œstrogène et sa voie d'administration, sur tous les symptômes du syndrome génito-urinaire de la ménopause. Alors, les plus utilisés sont le promestriel, l'œstradiol et le striol, comme on vient de le voir. Et quand même, la combinaison d'œstradiol et de lactobacille semble démontrer quand même des effets synergiques. Il n'est pas décrit d'événements indésirables graves, en particulier sur l'endomètre à 1 an, et c'est un niveau de preuve 1. Alors toutefois, puisqu'il y a toujours ce doute sur ce passage éventuel vasculaire des œstrogènes et des effets sur d'autres tissus, Fernand Labrie, depuis déjà de nombreuses années, a proposé l'utilisation de DHEA par voie vaginale, eu égard à un concept très particulier qui est le concept d'intracrinologie, c'est-à-dire une transformation de ces androgènes en un androgène et un œstrogène local, sans effet systémique, eu égard au fait que les dérivés qui passent au niveau plasmatique sont inactifs. Cette DHEA locale a montré son efficacité sur l'index de maturation vaginale, sur un pH normalisé, une augmentation des fibres collagènes, des fibres nerveuses et même une amélioration du FSFI, qui est donc le questionnaire validé de la fonction sexuelle féminine. L'Agence européenne des médicaments a rendu un avis favorable pour cette DHEA en 2017 et en France, nous avons désormais la possibilité de prescrire de la prastérone commercialisée en France sous le nom d'Intrarosa. C'est une alternative thérapeutique et ça peut, en cas de persistance de dyspareunie, la prastérone a démontré une amélioration, comme je vous l'ai dit, au niveau du FSFI, sur la dyspareunie et sur la fonction sexuelle.
À noter que la phytothérapie n'a pas démontré son efficacité sur la prise en charge du spume. Une plaque très rapidement sur le spinifène qui n'est pas commercialisé en France, mais qui est tout à fait intéressant puisque c'est un SERM par voie orale et qui a un effet positif avec essentiellement un effet sur l'épithélium vaginal. Alors, peut-on, c'est la grosse question, utiliser une œstrogénothérapie locale à faible dose chez des femmes avec un antécédent de cancer du sein et qui présentent toujours des symptômes incombants de syndrome génito-urinaire de ménopause après des traitements de première ligne que sont les hydratants et les lubrifiants? Eh bien, les données actuelles à court terme ne semblent pas montrer de risque de récidive de cancer du sein lors de l'administration d'œstrogènes locaux à faible dose. Il n'est pas possible de conclure sur l'innocuité d'un tel traitement, bien sûr, puisque la majorité des études concernent seulement l'effet du traitement sur le taux d'œstradiol circulant. Quoi qu'il en soit, la prescription des œstrogènes locaux est envisageable pour les femmes avec antécédents de cancer du sein ayant une persistance des symptômes malgré un traitement non hormonal. Qu'en est-il? Et très rapidement, mais ça vous pourrez revoir ces plaques sur les traitements physiques, du laser vaginal, qu'il soit microablatif ou non. Ce laser vaginal peut remodeler le tissu conjonctif vaginal, augmenter le stockage en glycogène dans l'épithélium, comme un apport œstrogénique, avec même un effet bénéfique sur le microbiote. Toutefois, si de nombreuses études ont été publiées, ce sont des études observationnelles, non comparatives, et l'on ne peut aujourd'hui utiliser ce traitement en première intention. Je vous rappelle quand même qu'il existe un avertissement de la FDA en 2018 et même en janvier 2019 de sociétés savantes internationales sur l'incontinence et sur les pathologies vulvo-vaginales. Les autres traitements physiques que sont la radiofréquence, la photobiomodulation, l'injection d'acide hyaluronique, voire l'injection locale de graisse autologue, ce sont également des traitements qui, pour l'instant, ne comportent que des études observationnelles, non comparatives, et il est difficile aujourd'hui de les proposer puisque ce sont des traitements physiques en cours encore d'évaluation. Pour ce qui est du laser, le laser CO2 ou le laser YAG n'est pas un traitement à proposer en première intention, comme je vous le disais. Toutefois, ce traitement laser améliore les symptômes génitaux du syndrome génito-urinaire de la ménopause et bien sûr, il peut être proposé aux femmes qui ont une contre-indication aux traitements hormonaux locaux, après évidemment une information sur les éventuels risques. Je voudrais terminer quand même sur la prise en charge nécessaire de ce syndrome génito-urinaire de la ménopause, parce que ce syndrome génito-urinaire qui semble peut-être pas très grave a une répercussion importante dans la vie des femmes et dans la vie du couple, comme je vous l'ai dit, et que la simple prise en charge de ce syndrome génito-urinaire par des trophiques locaux qui, vous l'avez vu, sont nombreux, faciles à utiliser et sans risque, permet de retrouver un cercle vertueux avec de nouveau des rapports sexuels satisfaisants, du plaisir sexuel, retrouver un désir sexuel et retrouver une intimité au niveau du couple. Donc, pour en finir, les messages clés, c'est le syndrome génito-urinaire cause des symptômes importants qui peuvent affecter la qualité de vie des femmes ménopausées et il ne doit plus être tabou. Les professionnels de santé doivent être proactifs, ils doivent le dépister, le rechercher et surtout le traiter. En France, nous avons des thérapies médicales, voire hormonales locales qui sont disponibles et doivent être plus largement prescrites. Enfin, je vous rappelle qu'un traitement œstrogénique local ne nécessite pas l'adjonction d'un progestatif et que le traitement doit être prescrit aussi longtemps que nécessaire. Parce que bien sûr, il est important d'avoir une vie ménopausée qui ne soit pas une survie, mais une vraie vie. Voilà, pour terminer, et je vais vous donner donc les réponses aux propositions. Évidemment, mais on l'avait déjà vu en tout début, elles sont bien plus nombreuses que 20%, les femmes ménopausées à souffrir d'un syndrome génito-urinaire de ménopause, elles sont plus de 50%.
Le traitement hormonal, il ne suffit pas à prendre en charge un syndrome génito-urinaire et il n'améliore pas l'incontinence urinaire. Un traitement hormonal local n'est pas contre-indiqué chez une femme à antécédent de cancer du sein, mais bien sûr, c'est une décision qu'il faudra prendre avec l'oncologue. Un traitement hormonal local peut bien sûr être prescrit plus de 6 mois avec une surveillance clinique appropriée. Et enfin, une femme qui a un antécédent de thrombose veineuse profonde peut bénéficier d'un traitement œstrogénique local, eu égard au peu de passage vasculaire de ce traitement, notamment de l'œstriol, qui est un œstrogène particulièrement faible. Donc, toutes les propositions étaient fausses. Je vous remercie. Merci Brigitte et merci à tous les orateurs pour la qualité de leur présentation. Alors, il y a toute une série de questions. J'ai d'abord interrogé Gabriel André et Florence Trémolière sur une question qu'on pose, c'est peut-on donner des progestatifs ou de la progestérone seule lorsque les estrogènes sont contre-indiqués? On peut, mais tout dépend dans quel but. Ça dépend quel type de contre-indication. Prenons l'exemple du cancer du sein. Non. Ah non. D'accord. La réponse est non. Non. La seule pathologie ou la seule contre-indication dans laquelle ça peut être envisagé, c'est tout ce qui est la pathologie cardiovasculaire, de quelque nature qu'elle soit, du reste artérielle ou veineuse. Dans cette situation-là, effectivement, il n'y a aucun risque d'augmenter les risques cardiovasculaires avec la progestérone naturelle. Et dans l'optique, effectivement, pour seule indication de limiter les troubles vasomoteurs. Et une question qui lui était liée, c'est dans quel cas, pour les bouffées vasomotrices, donnez-vous de la progestérone dite naturelle ou micronisée? On peut justement donner de la progestérone micronisée seule lorsqu'il y a une contre-indication, mais pas cancer du sein, bien sûr, aux œstrogènes, à 300 mg. On a 2 travaux qui disent qu'on peut obtenir une diminution significative des bouffées vasomotrices. Donc la progestérone naturelle à 300 mg peut être donnée dans une indication bouffée vasomotrice si on ne veut pas adjoindre d'œstrogène. Pour Brigitte Letombe, peut-on donner un traitement local à base d'estriol chez une femme qui est traitée pour un cancer du sein et qui est sous anti-aromatase? Non, enfin, je vous ai parlé de la possibilité de donner un traitement hormonal local à faible dose chez une femme qui a un antécédent de cancer du sein, pas un cancer du sein actuel en cours de traitement et certainement pas sous inhibiteur de l'aromatase. D'accord. La contre-indication encore persistante. D'accord. Gabriel et Florence, peut-on prescrire un traitement hormonal de la ménopause à une femme diabétique, hypertendue et en surpoids? C'est du cas par cas. Alors, on est un peu dans le syndrome métabolique que je décrivais tout à l'heure. Si on prescrit quelque chose, c'est obligatoirement un œstradiol transdermique pour raison résistance à l'insuline, AVC et puis thrombose. Mais on peut, oui, et si les bouffées vasomotrices sont catastrophiques et qu'il n'y a rien à faire, avec la plus grande prudence, s'entourant de l'avis du cardiologue, on peut prescrire dans cette situation, mais uniquement le stradiol transdermique et la progestérone naturelle ou la dihydrogestérone. Mais c'est du cas par cas, hein, et on ne peut pas prendre la décision tout seul dans cette situation, nous. En sachant oui, qu'effectivement, ça va dépendre de ces autres facteurs de risque cardiovasculaire, comme ça a été dit, sous chapeau d'un cardiologue qui connaît le traitement hormonal, ce qui n'est pas toujours le cas, et en sachant que la plupart du temps, dans cette situation, ça se pose essentiellement pour la correction des troubles vasomoteurs et pas pour la prise en charge, notamment d'un risque ostéoporotique ou autre, ce qui fait qu'on peut se contenter de doses très faibles et effectivement strictement par voie cutanée et en association avec la progestérone. Voilà, et là, donner 300 mg de progestérone, ce qui permet d'autant de réduire la. Et ça permet d'attendre souvent d'avoir l'avis du cardiologue du reste. Oui. Hein, la progestérone, elle peut nous servir de situation d'attente parce qu'il semblerait, enfin tout au moins moi c'est l'expérience que j'en ai, qui est peut-être pas partagée par mes collègues, qu'il y a un certain échappement après 3 à 4 mois de traitement. Donc baser le traitement pendant plusieurs années à part. J'ai quelques patientes qui le prennent au long cours en étant satisfaites. Néanmoins, je ne suis pas certaine que même sans ça, elles n'auraient pas de manifestation vasomotrice au bout de plusieurs mois de traitement.
Non, mais je pense qu'il faut l'utiliser en transitoire. C'est Voilà, une bonne exactement. solution en transitoire. C'est ou en transitoire ou vraiment quand on n'a aucune autre possibilité en cas de contre-indication formelle au traitement hormonal. Est-ce que vous prescrivez un traitement hormonal de la ménopause à une femme qui fume 20 cigarettes par jour après 50 ans? Bah, ça dépend depuis combien de temps, si elle fume depuis 6 mois ou depuis 25 ans. C'est une indication à faire un bilan cardiovasculaire complet, Bien. mais a priori, 20 cigarettes, ce n'est pas une contre-indication. Hein, s'il n'y a pas de dépôt de plaque d'athérome, si le cœur est bien, si la tension est normale, je vois pas pourquoi on ne lui prescrirait pas. Mais ça nécessite impérativement le détour cardiologue. Oui, mais ceci étant, Gabriel, ça dépend vraiment de l'ancienneté du tabagisme, hein. C'est certainement en début de ménopause, les deux facteurs de risque les plus délétères, c'est l'hypertension artérielle et le diabète, hein. On parle souvent de l'hypertension artérielle et le tabac. Tabac. On parle souvent d'hypercholestérolémie. Bon, après, ça dépend effectivement si on parle des hypercholestérolémies à Lille ou à Toulouse, puisque le profil hétérogène est complètement différent. Mais sur des études quand même qui ont essayé de voir la valeur prédictive de ces différents facteurs de risque classiques en début de ménopause, ce qui sort le plus, c'est l'HTA en premier et le tabac en second. Très bien, vous avez une patiente de 25 ans qui a une IOP après greffe de moelle. Qu'est-ce que vous lui prescrivez? Un traitement hormonal de la ménopause ou la pilule estroprogestative? Bah, après greffe de moelle, les résurgences ovariennes, elles sont plus rares que pour les autres chimiothérapies, même gonadotoxiques. Cependant, à 25 ans, on ne peut pas complètement éliminer la possibilité d'une résurgence ovarienne. Et donc, effectivement, si la problématique d'une éventuelle grossesse est posée et si elle souhaite une contraception, lui prescrire une contraception estroprogestative ne me pose absolument aucun problème. Pour Florence, si on prend 1000 femmes âgées de 50 ans, combien y en a-t-il qui auront une ostéoporose densitométrique? Alors, la prévalence ou l'incidence plus exactement la prévalence plus exactement de l'ostéoporose densitométrique en début de ménopause, c'est entre 5 et 8%. Alors, ça dépend en début de ménopause, hein. Et après, le risque fracturaire, il augmente en gros de 1% par an. Ce qui est quand même loin d'être négligeable, hein, ce qui veut dire qu'il y a une femme sur 10 à peu près qui va faire une fracture ostéoporotique. Je ne parle pas là d'ostéoporose densitométrique avant l'âge de 60 ans. Et autre question, est-ce qu'il faut faire la DMO en début de ménopause ou est-ce qu'on peut attendre quelques années? Bah, les préférences, c'est si à partir du moment où on veut faire d'une vraie prévention primaire qui passe avant tout par bloquer l'hyperrésorption osseuse et l'accélération de la perte osseuse du début de ménopause, bah, plus on la fait tôt et plus on est en mesure de mettre en œuvre une vraie stratégie de prévention. Alors tôt, ça veut dire quoi? Ça veut dire globalement dans les 2 ans qui suivraient l'arrêt des règles, en moyenne, hein. C'est vraiment du cas par cas là également, mais pas 10 ans plus tard. Moi, je voudrais vraiment abonder dans le sens de Florence. Je crois qu'il est vraiment important de faire beaucoup plus de densitométrie minérale osseuse. Ça apporte beaucoup de renseignements. Déjà, ça permet de les protéger sur le plan osseux. Mais il y a par exemple cette information sur la densitométrie minérale osseuse élevée qui, moi, m'attire toujours l'attention sur le fait que je vais surveiller les seins. Et je pense que c'est vraiment important. Et vous verrez que ce sont souvent des femmes avec des densités mammaires élevées. Exactement. Ça va souvent de pair. Alors, pour rebondir sur ce que vient de dire aussi Brigitte, c'est bien de mesurer, mais il faut en faire quelque chose. Oui, bien très sûr. Très honnêtement, je vois beaucoup de patientes qui viennent me voir 3 à 4 ans ou 5 ans après un premier examen d'ostéodensitométrie qui était déjà pathologique et pour lequel on n'a rien fait si ce n'est lui donner un peu de calcium et de vitamine D en lui disant « Madame, c'est pas grave, vous reviendrez dans 5 ans ». Et bien, dans 5 ans, on se retrouve avec des catastrophes. Ah oui, non mais le rythme de surveillance, c'est pas 5 ans non plus. Non mais au-delà du rythme de surveillance, ça veut rien dire. Le rythme de surveillance, il est propre à chaque femme et à chaque résultat. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des patientes chez qui on fait des examens densitométriques au bon moment, qui ont déjà une diminution très significative de leur capital osseux et pour lequel on fait rien. Question donc pour le panel. Qu'est-ce que vous appelez la dose minima efficace? Et est-ce que vous faites des dosages d'estradiol pour vérifier l'imprégnation estrogénique? Certainement pas, hein. Un traitement hormonal se surveille cliniquement. Donc, aucun intérêt des dosages hormonaux, aucun intérêt du suivi de l'épaisseur endométriole, en dehors, bien sûr, d'une éventuelle pathologie, enfin, ou du moins en dehors d'une éventuelle symptomatologie que sont notamment les saignements. Si vous commencez un traitement hormonal avant l'âge de 50 ans, est-ce que vous faites des mammographies tous les 2 ans? Gabriel?
Bah, je ne vois pas pourquoi. Alors, il faut en faire autant avec les ovaires. Je ne vois pas que le traitement hormonal. Avant 50 ans, on a une réduction du risque de cancer du sein si les ovaires s'arrêtent. Je ne vois pas ce en quoi rajoute plus un traitement hormonal. Enfin, ça semble non-sens. C'est le traitement normal. De toute façon, il n'y a pas de surveillance spécifique sur le plan mammaire pour des femmes sous traitement hormonal. Hein. La HAS considère que la surveillance mammaire est exactement la même chez une femme qui est ménopausée traitée ou chez une femme ménopausée non traitée. Oui, ceci dit, il y a la discussion, est-ce qu'on en fait tous les 2 ans de 40 à 50, tu vois Ah oui, ça c'est autre chose. Voilà, c'était ça. Alors, est-ce qu'elle rentre, du fait du traitement, est-ce qu'elle rentre dans cette surveillance tous les 2 ans Moi, je dirais non. Alors, surveillance habituelle. Je pense qu'il y a une réponse à double détente. C'est vrai qu'on sait que chaque année de ménopause retardée naturelle augmente déjà le risque de cancer du sein, qui est l'équivalent de l'augmentation théorique de 1,2. Donc, effectivement, si on donne un traitement hormonal de la ménopause avant l'âge de 50 ans, on est dans le cadre d'une ménopause... D'une imprégnation normale. D'une imprégnation normale. Ce disant, deuxième point, c'est surtout l'arrière-pensée médico-légale. Vous avez donné un traitement hormonal de la ménopause sans vous assurer qu'il n'y avait pas de contre-indication mammographique à ce traitement. Et sur le plan médico-légal, effectivement, on pourrait vous reprocher de ne pas avoir contrôlé les seins avant de donner votre traitement hormonal. Quand tu donnes la pilule entre 40 et 50 ans, tu fais quoi? C'est encore pire. Arrête maintenant. Je préfère, moi, pour les seins, avoir une petite dose de stradiol, 17-bêta, péros transdermique et de la progestérone naturelle qu'une pilule avec un progestatif costaud. Hein. Y a-t-il, toujours pour Gabriel, y a-t-il des chiffres pour nous donner les risques de cancer du sein avec l'association Mirena estradiol transdermique? C'est très compliqué. Il n'y a pas de chiffres. Tout le monde n'est pas d'accord sur le risque propre du Mirena. Il y a 2 études qui montrent qu'il y aurait un risque de 1,5, 1,7. Une autre étude qui dit qu'il n'y a pas de risque. Il n'y a pas de religion faite dans ce domaine. Alors, à partir du moment où on est en ménopause, qu'on a un Mirena, qu'on a une imprégnation sanguine avec un progestatif nord-stéroïde dont on a vu l'augmentation ou l'amplitude du risque par rapport à la progestérone naturelle, on peut penser que laisser un Mirena 5 ans alors qu'on est en ménopause avec un œstradiol transdermique est peut-être moins bon pour le sein que de le retirer et de donner une association œstradiol transdermique et d'hydrogestérone ou progestérone naturelle. On peut le penser, mais il n'y a pas de preuve là-dessus. Mais il faut vraiment être sûr d'être dans une ménopause installée, parce qu'il ne faut pas retirer le Mirena trop tôt quand même. Hein. Oui, le Mirena a l'avantage, de faire une transition ménopausique sereine. Voilà, très bien. Gabriel André, tu as parlé donc du traitement hormonal à la française. Oui. Or, en France, on fait beaucoup de traitements discontinus. Quel est le justificatif de faire un THM discontinu? Combiné discontinu. Alors, il y a 2 choses. Il y a d'abord un justificatif. Il y a des patientes qui ne supportent pas le discontinu. Il y a des patientes, les bouffées de chaleur reviennent au bout de 3 jours, les signes urinaires reviennent au bout de 3 jours d'arrêt, et donner un traitement 3 semaines sur 4 n'est pas toujours bien supporté par la patiente qui préfère des traitements continus. Tu peux faire 5 sur 7, Gabriel. Pardon? Tu peux faire 5 jours sur 7. Voilà, alors ça c'est... Voilà, j'ai en face de moi le pape de 5 jours sur 7, celui qui nous a... Qui n'a jamais été validé. Voilà, qui n'a jamais été validé. Comme le 25 sur 30 n'a jamais été validé non plus. On est d'accord. On est tout à fait d'accord. Effectivement, ça repose sur des données, toujours pareil, les données de Fouadard, qui, à partir de données in vitro, montrent qu'il existerait une augmentation de l'apoptose en cas d'arrêt de la progestérone. En plus, ce n'est pas les estrogènes, c'est la progestérone de 48 heures à 3 jours. Mais ça n'a jamais été confirmé par une quelconque étude clinique, sauf à dire que le surrisque associé au traitement hormonal est un tout petit peu plus élevé avec les schémas combinés continus qu'avec les schémas séquentiels. Voilà, c'est le seul élément. Mais le seul avantage qu'on pourrait y voir, c'est que finalement, in fine, il y a un peu moins de traitement hormonal, un peu moins d'estrogène qui est donné à l'issue des 25 jours de traitement versus 30 jours. Pour autant, est-ce que le risque de cancer du sein serait moindre? C'est impossible de répondre à cette question. Non, c'est rien. Gabriel, peux-tu définir la fenêtre d'intervention thérapeutique ou l'hypothèse du temps de Nicolas? Fenêtre d'intervention thérapeutique, c'est traiter dans les 10 premières années
avant la ménopause ou avant 60 ans. Alors, il semblerait quand même, notamment pour le système nerveux central, que restreindre cette fenêtre à 5 ans, qui pratiquement est la logique, parce qu'on ne va pas traiter à 8 ans, 9 ans. Si les patients ont des troubles, c'est tout de suite. Traiter cette fenêtre à 5 ans, ramener cette fenêtre à 5 ans est plus d'avantage que de la porter à 10 ans. Donc, voilà, la fenêtre d'intervention, telle que ça a été montré dans la WHI et ailleurs, c'est traiter avant 60 ans ou dans les 10 ans qui suivent le début de la ménopause. Bon, honnêtement, moi, j'ai un petit peu de mal à entendre ça parce que je me dis quand une femme a une symptomatologie, elle n'attend pas 10 ans pour se faire prendre en charge. On est bien d'accord, mais les emmerdements, on est bien d'accord qu'il faut traiter, on va traiter tout de suite, mais c'est après 10 ans, regarde, dans l'étude. Et après 10 ans, il ne faut pas. Dans l'étude élite, regarde, dans l'étude élite, tu traites à 6 ans de moyenne, tes dépôts de cholestérol ralentissent. Tu traites à 13 ans, tes dépôts de cholestérol avec le même traitement augmentent. Donc, toi, il y a quand même un gap autour de 10 ans. Il ne faut pas traiter après 10 ans, c'est tout. Voilà, au-delà de 10 ans, c'est dangereux, mais il faut traiter le plus tôt possible. Hein. Le problème est bien là, quand les symptômes arrivent, ils arrivent le plus souvent tôt, dans les toutes premières années, voire les tout premiers mois, et c'est là qu'il faut démarrer le traitement. Question politique, Gabriel. Oui. Tu as parlé du traitement hormonal à la française avec plein de vertus. Pourquoi on n'a pas réussi à convaincre le monde entier de ce traitement associant estradiol cutané et progestérone ou rétrogestérone ? Je suis, moi, très étonné quand je vois les bonnes dispositions de la dihydrogestérone, du peu de dihydrogestérone prescrit outre-Atlantique, notamment. Tu as vu dans l'étude de Vinogradova, c'est quand même 2, 3, 4, 5, 6 fois moins. Le traitement le plus prescrit, c'est la norethistérone. C'est encore le traitement suédois, où pourtant le risque de cancer du sein, il est x4 par rapport à la dihydrogestérone. Je n'arrive pas à comprendre cette inertie. Très probablement, en France, le risque de cancer du sein sous le THM est prépondérant et dans le reste du monde, c'est plutôt le risque métabolique. C'est très, très curieux comme affaire. Le problème aussi, c'est qu'il faut des sous pour faire des études. La WHI a coûté je ne sais pas combien de millions de dollars. Malheureusement, dans un schéma débile avec des produits débiles, on aurait mis la moitié du tiers de cela avec nos traitements à nous. Tout le monde aurait dit vive le traitement à la française. Hein. On n'a pas de sous. Qui fait les études? C'est les labos. Hein. La WHI, ça a été fait par le NIH. Hein, sous la pression des femmes, les autorités de santé ont accepté de passer à la casserole pour financer cette étude monstrueusement chère. Malheureusement, c'est la seule existante au monde, randomisée versus placebo. Il n'y en a pas d'autres. Traitement à la française, il faudrait des sous pour le mettre en avant, mais il n'y en a pas. Voilà. Dernière question, et il va falloir conclure parce qu'on doit arrêter à 20h45 théoriquement. Quelle est pour vous la durée de traitement qu'il faut recommander après la ménopause? Aussi longtemps que nécessaire. La durée de traitement hormonal. Et aussi longtemps que nécessaire et toujours avec une évaluation annuelle de la balance bénéfice-risque. Est-ce qu'elle en tire encore des bénéfices? Et c'est vrai que quand moi j'ai beaucoup de patientes qui sont à 65 ans, elles arrivent déjà presque à 10 ans, 12 ans, 15 ans de traitement. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, c'est difficile de faire passer le message du fait qu'il faut tenter d'arrêter parce qu'elles sont en général très bien et qu'elles se disent « mais si j'arrête, qu'est-ce qui va m'arriver ?» C'est à ce moment-là qu'il faut vraiment faire prendre conscience de ce risque qui existe quand même, cette œstrogénisation qu'on va faire perdurer plus de 10 ans et 15 ans avec ce petit risque mammaire qu'on ne peut pas nier, même avec de l'œstradiol et de la progestérone micronisée. Florence. Oui. Durée de traitement. C'est un petit peu la même réponse que Brigitte. Tout d'abord, ça dépend quelle est la raison essentielle pour la mise en route de ce traitement. En termes de prévention de l'ostéoporose, on sait qu'il y a une diminution significative du risque fracturaire après 5 ans de traitement. Donc, on pourrait dire finalement, 5 ans, ça suffit. Néanmoins, pour beaucoup de femmes, il va y avoir une reprise évolutive de la perte osseuse. Et donc, le traitement hormonal, il faut qu'il soit vu en fait comme une espèce de première étape d'une stratégie à plus long terme de prévention du risque fracturaire qui consisterait à bloquer la perte osseuse du début de la ménopause avec le traitement hormonal pour prendre le relais éventuellement avec un autre traitement de l'ostéoporose un peu plus tardivement, c'est-à-dire à un âge où, ne serait-ce que du fait de l'âge, le risque fracturaire est beaucoup plus élevé qu'en début de ménopause. Si par contre, la raison essentielle, et c'est là finalement où on est le plus gêné, ce sont les manifestations vasomotrices. Bon, classiquement, après 5 à 7 ans de traitement hormonal ou mais parfois avant, la femme, elle va vous interroger sur le bien fondé de la poursuite du traitement. Vous
vous pouvez lui proposer une période transitoire d'arrêt d'un mois ou deux, ou de diminuer progressivement les posologies estrogéniques. Si les symptômes vasomoteurs repartent, après une information claire sur le surrisque associé à la poursuite du traitement, moi, ça ne me gêne absolument pas de poursuivre ce traitement. Et je vais même aller plus loin. Lorsqu'on voit des patientes qui ont un traitement depuis 20 à 25 ans, très honnêtement, même si on ne veut pas leur dire qu'elles ne feront jamais de cancer du sein, il est quand même peu probable que leur cancer du sein soit directement attribuable à la prise de ce traitement hormonal, qui est avant tout un effet promoteur et qui ne fait qu'accélérer une tumeur occulte. Et cette tumeur ne va pas mettre 25 ans pour se manifester. Donc, au-delà de cette durée de traitement, si la femme le souhaite et après une information claire et objective, en diminuant les posologies estrogéniques, parce que ça, par contre, il faut le faire et en privilégiant les voies cutanées si jamais c'était une voie orale qui avait été prescrite en début de ménopause. Moi, très honnêtement, ça ne me gêne pas de continuer le traitement. Gabriel? Tout à fait d'accord avec ce qui a été dit. Pour moi, il n'y a pas de limite au traitement. Là, à partir du moment où la femme le souhaite, où il y a des symptômes et où il n'y a pas de contre-indication. Simplement, il faudra réévaluer de plus en plus fréquemment, et j'allais dire honnêtement, après 5 ans de traitement, de façon très régulière. Mais moi aussi, j'ai des patientes traitées 10, 15, 20 ans et ça se passe très bien. Il n'y a pas du tout de limite absolue à la durée de traitement, mais une femme bien informée, un bilan complet et une absence de contre-indication, et je ne vois pas pourquoi on devrait les priver de ce traitement si elles sont bien avec. Écoutez, je suis désolé pour toutes celles et ceux qui ont posé des questions et qui attendaient des réponses ponctuelles et précises. Malheureusement, le temps qui nous était imparti est maintenant dépassé. Je voudrais remercier donc les laboratoires Bezin pour ce soutien institutionnel et logistique et nous avoir permis de nous exprimer sur le traitement hormonal de la ménopause. Si vous avez des questions ponctuelles, vous pouvez toujours sur le site du gemvi.org poser ces questions et les experts du GEMVI vous répondront. Et puis sachez que ce webinaire peut être revu par tous ceux qui le souhaitent, diffuser l'information. Je pense qu'on a toujours besoin d'être réassuré sur l'intérêt du traitement hormonal de la ménopause et sur le fait que beaucoup de femmes actuellement, puisqu'il n'y a que 6% de femmes qui se traitent, ont une altération de leur qualité de vie parce que des médecins, parce que les médias ont trop souligné les risques sans parler des bénéfices du traitement. Voilà, merci et bonne soirée à toutes et à tous. Au revoir.